Bienvenue sur ETV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Thioune. Ibrahima Thioune est juriste, il est aussi analyste politique. Ibrahima Thioune, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'événement du 2 mars qui a connu une sanglante randonnée dans ce pays, au Sénégal, beaucoup d'intellectuels sortent de plus en plus pour dénoncer ce qu'ils appellent la menace sur les libertés d'expression de part et d'autre, aussi bien de la part des pouvoirs que de la part de l'opposition. Quelle analyse en faites-vous? Alors, la première analyse, c'est qu'il faut regretter les violences qui ont ponctué un peu ces manifestations, d'où qu'elles viennent. La violence ne se justifie pas, mais elle peut trouver des principes explicatifs sur lesquels on peut peut-être revenir. Mais pour rester sur la liberté d'expression, la liberté d'expression est la manifestation de l'individualité de la personne dans le corps social. C'est la possibilité qu'il ait son mot à dire. Ce mot à dire ne doit être entravé par aucune force, ni par les forces de l'argent, ni par la menace, ni par toute autre force. C'est d'ailleurs un des substratums sur lesquels repose la démocratie. Une démocratie ne peut valablement se mouvoir que si tant est, les personnes ont la possibilité de dire. Si elles ne disent pas, elles font. Et si elles font, elles le font parfois de façon assez malheureuse. Maintenant, les intellectuels, ils sont dans leur rôle et ils ont manqué. La voix des intellectuels a manqué un peu dans la période qui a précédé un peu tous ces événements. Il est du rôle des intellectuels que lorsqu'on est dans des moments de crispation, lorsqu'on est dans des moments d'aveuglement, lorsqu'on est dans des moments, on va dire, de perdition, que ces intellectuels-là prennent la parole pour, donner de la perspective, mettre en contexte les maux dont souffre une société, mettre en contexte les problématiques, mais également donner l'orientation, la bonne orientation. Aujourd'hui, donc, c'est dire qu'ils sont exactement dans le rôle que de revenir, dire qu'il y a des bases qui sont essentielles dans une démocratie. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de parole, la liberté de croire ou de ne pas croire, ce sont des libertés qui ne sont pas que des libertés déclaratoires. Parce qu'il y a une nuance qu'il faut faire. Dans une constitution, on a deux types de droits. On a des droits qu'on peut appeler des droits déclaratoires, on a des droits créances. Les droits déclaratoires, ce sont des droits qu'on proclame dans la Constitution, mais sans qu'ils aient une certaine consistance. Par exemple, le droit à l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on a proclamé le droit à l'emploi dans la Constitution que vous pouvez demain aller dans une entreprise et travailler. Non. Mais il y a ce qu'on appelle les droits créances, les droits qui sont invocables et opposables. Ce sont des droits sacro-saints qui fondent le corpus de la démocratie. Et ces droits-là, rien ne doit justifier que ces droits soient touchés d'une manière ou d'une autre. On observe malheureusement que les attaques à la liberté d'expression viennent de toutes parts, aussi bien de ce qu'on peut appeler le pouvoir que de l'opposition. Il y a une sorte de terrorisme intellectuel qui s'est aujourd'hui installé au Sénégal, qui fait que si vous n'êtes pas de tel bord, vous êtes forcément contre nous et vous êtes l'objet d'attaque. La place à l'objectivité n'existe pas. Il y a une sorte d'autocensure par refus de l'insulte ou par refus de la délation. Ça se joue essentiellement sur Internet. Il y a également une autre forme de terrorisme qui induit une autocensure qui vient des autorités parce qu'il y aurait comme une sorte d'échange de position. Si vous n'êtes pas avec nous, vous ne pouvez pas profiter de ce que l'on fait, de ce que l'on donne. Toutes les deux choses sont des choses excessives et tout ce qui est excessif est insignifiant. Et lorsque l'on finit par contraindre les personnes au silence, leur expression va se faire de façon assez violente parce que les personnes ont toujours besoin de cet exutoire pour dire ce qu'elles pensent. Et si elles n'ont pas la possibilité de dire, elles vont agir. Et on a vu comment les personnes ont agi dans cette À travers le monde, on a beaucoup chanté la démocratie sénégalaise. Est-ce qu'à observer en profondeur, est-ce que réellement le Sénégal est une démocratie telle qu'on puisse le dire et l'affirmer? Est-ce que le Sénégal est une réelle démocratie ou bien c'est un semblant de démocratie, juste des rendez-vous électoraux? Après, le fonctionnement du pays ne répond pas à la démocratie. Le Sénégal est une démocratie. Pourquoi? Le Sénégal est une jeune démocratie
elle est à l'enfance de la démocratie et elle connaît des cycles. Des cycles qui font que parfois il y a des éclipses des grands principes démocratiques. Et ces cycles semblent se répéter tous les 20 ans. Rappelez-vous, les gens semblent l'oublier. On a eu 17 à 18 morts lors des dernières manifestations, mais en 1964, alors qu'il y avait un seul candidat, dans le cadre d'un parti unique, Senghor, il y a eu 40 morts. Donc il y a des cycles qui se répètent comme ça. La démocratie n'est jamais parfaite. La démocratie est toujours un idéal. La démocratie est toujours une tension vers, un point vers lequel on doit se destiner. On ne l'a jamais atteint. Les maux dont souffre le Sénégal, sous d'autres cieux qu'on appelle de grandes démocraties ou des démocraties abouties ou des démocraties post-modernes, on voit d'autres tares qui sont plus rédhibitoires et qu'au Sénégal, on ne verrait pas. Le Sénégal est manifestement une démocratie. Du point de vue de son histoire, on vote depuis longtemps. Du point de vue de la liberté d'expression, quoi qu'on dise, même si la liberté d'expression peut être effritée de ci, de là, il reste que, globalement, ce pays-là est un pays où on a la possibilité de s'exprimer sans coup férir. Maintenant, il y a des défectuosités de la démocratie qui peuvent à terme être délétères ou être explosives. Et c'est à cela que tout le monde doit s'atteler. Il faut s'atteler à faire un diagnostic des problèmes de la démocratie sénégalaise, débusquer les problèmes et les traiter. Les traiter ensemble. Il n'y a aucune personne, de quelque bord que cette personne se situe là, qui aurait la panacée de pouvoir régler le problème des Sénégalais. Ça n'existe pas. L'homme Dieu, l'homme Messie, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des Sénégalais avec leurs imperfections, avec un système qui est imparfait et qu'on se doit ensemble de parfaire. Et ça, c'est une exigence transpartisane. Il ne faudrait pas que les questions démocratiques, que les questions essentielles qui fondent le vivre ensemble, qui font que nous sommes nation, il ne faudrait pas que ces questions soient préemptées par des partis ou des obédiences. Ce sont des questions qui transcendent l'appartenance partisane, qui transcendent l'appartenance politique, qui transcendent l'appartenance confrérique. Et c'est en cela que la démocratie sénégalaise est encore défectueuse parce qu'on n'a pas encore trouvé un cadre qui permet de fédérer l'ensemble des forces, si divergentes et contradictoires soient-elles, pour pouvoir parler de l'essentiel. C'est ça le grand problème de la démocratie sénégalaise. Dans les grandes démocraties, quand il y a un problème, un grand problème auquel la nation fait face, on le voit toujours, on appelle l'opposition, on appelle toutes les forces vives de la nation pour discuter. Et c'est dans la discussion, c'est dans le dialogue que naîtra un certain nombre de solutions. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que, à chaque fois qu'il y a un conflit sénégalais, une fois qu'on a dépassé ce conflit, il y a une partie qui s'approprie la gestion et le traitement du conflit, en sorte que les solutions qui en sortent sont toujours des solutions partiales, parce que du point de vue de ceux qui l'ont traité, et parcellaires, parce qu'ayant exclu les autres personnes qui auraient dû faire partie du système. Donc il nous faut réapprendre à dialoguer. On chante le pays de la Teranga, le pays du dialogue, mais on voit que ce dialogue-là, toutes les fois qu'on en a besoin, elle est l'absent le plus présent. Mais justement, dans ce fonctionnement de la démocratie, la jeunesse semble être oubliée. Et elle prétend que à chaque fois qu'il y a élection, on fait appel à elle. Dès qu'on finit les élections, on l'oublie. Ce sont les politiciens entre eux qui se partagent le pouvoir, qui se partagent la gestion du pays et les oublier. On a constaté aujourd'hui avec cette pandémie qui a existé, l'affaire Ousmane Sonko qui a été le déclencheur de cette furie des jeunes, que la plupart d'entre eux vivent dans la misère, cherchent à avoir de l'emploi, cherchent à s'en sortir. Ils sont oubliés par les politiques qui ont été mises en place, de Senghor jusqu'à Macky Sall. Les jeunes sont, de la bouche de Bourdieu, une variable d'ajustement qu'on utilise souvent. Le vocable jeune, le concept de jeune lui-même pose problème dans sa contenance notionnelle. Alors, la démocratie sénégalaise, l'une de ses défectuosités est également le centrement de l'ensemble des pouvoirs autour d'une base de gouvernance strictement politique. La base de gouvernance au Sénégal, elle est strictement politique. Le président de la République a dernièrement tenté de décentrer cette base de gouvernance-là en l'ouvrant, mais encore à un personnel politique. Quand on fait venir ISEC, on fait venir encore des personnels politiques. Du coup, il y a des exclus du système du seul fait de leur non-appartenance à un régiment partisan. C'est le cas des jeunes, c'est le cas d'autres intellectuels de la société civile non politique. Du coup, la manifestation que les jeunes peuvent avoir de cette sorte d'oubli, ce n'est pas tant qu'ils aient été oubliés dans le fond, parce que si on revoit l'histoire du Sénégal, on va voir qu'il y a énormément de politiques qui leur ont été destinées. La question, c'est une question d'efficacité, c'est une question d'efficience. Il y a également à ne pas oublier qu'il y a eu un facteur aggravant, parce qu'il y a eu un boom de jeunesse au Sénégal que les politiques n'ont pas vu venir. Un boom démographique. Un boom démographique qui s'est accompagné par une émergence beaucoup de naissances massive de jeunes. Et il n'y a pas une réponse adéquate. Pourquoi ? Parce que le système la responsabilité est partagée, aussi bien de la part des jeunes que de la part des politiques.
le Sénégal a toujours vu l'État comme un allocataire d'emploi, ce qui est totalement faux. L'État n'est pas un allocataire d'emploi. L'État doit structurer un cadre pour que tout le monde puisse s'épanouir. Les jeunes ont toujours pensé ce logiciel ainsi. Aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on a qu'on a épuisé les capacités d'emploi de l'État, on se rend compte que cette jeunesse-là, elle est formée, on ne sait pas quoi en faire. Il nous faut aujourd'hui décrypter le message de ces jeunes-là. Le décrypter, ce n'est pas constater qu'ils ont été violents. Je disais tout à l'heure que rien ne justifie la violence, mais beaucoup de choses l'expliquent. Beaucoup de choses expliquent la violence quand les jeunes qui sont capables de laisser père et mère ici, de traverser la Méditerranée, de traverser l'océan Atlantique au péril de leur vie, ou s'ils arrivent par extraordinaire à arriver à l'autre bord, ils sont dans une sorte d'esclavage moderne. Quand des personnes sont prêtes à faire ça, ça dit qu'ils sont nantis, ils sont mus, ils sont énervés par une sorte de tension. Et cette tension-là, il faut la transformer. En quoi faisant? En les impliquant. Il est révolu le temps où les décisions viennent d'en haut pour venir impacter un bas, d'un centre pour impacter une périphérie. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la procéduralisation, c'est-à-dire que les décisions doivent être négociées. Il faut que les destinataires des politiques publiques soient impliqués à l'élaboration et même à la conception de ces politiques publiques. Mais aujourd'hui, les jeunes, on leur propose rien. Proposer aux jeunes d'aller grossir les rangs de l'université pour après n'avoir pas de travail, proposer aux jeunes de faire des formations qui n'aboutissent à rien, proposer aux jeunes de revenir à la terre pour que le retour à cette terre-là ne mène à rien. Les pêcheurs, qui est un cas emblématique, à ces pêcheurs-là, la pêche qui a été à un moment un moyen de capter les jeunes pour leur donner des moyens de vivre. Aujourd'hui, cette pêche-là, elle a été tuée. Pourquoi? On a donné des licences de pêche à des gros cargos qui viennent prendre tout ce qu'il y a comme poisson. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que les jeunes vont devoir pêcher? Et on nous parle de quai de pêche, mais ils ont un quai de pêche pour aller pêcher quoi? Donc il y a à faire une sorte d'ajournement de nos politiques publiques pour promouvoir une jeunesse sénégalaise qui entre dans le monde de plein pied, mais qui a les possibilités de réussir au Sénégal. Or, ces conditions ne sont toujours pas présentes. Les jeunes, et la communication symbolique est là ça d'essentiel. Les discours sont très beaux, les projets sont très beaux, mais qu'est-ce que le jeune perçoit? Le jeune qui est dans son quartier en train de faire son ataï, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit symboliquement qu'il n'y a que des discours, qu'il y a des gros mots comme la croissance, comme Sénégal émergent, mais qui ne l'impactent pas sa vie, qui ne lui parlent pas. Il voit un TER passer, les problématiques de mobilité, il ne peut pas les percevoir, il ne peut pas se les représenter normalement parce qu'il fait face à des problématiques qui sont des problématiques de vie, des problématiques de survie. Oui. Certains estiment qu'il n'y a pas la jeunesse sénégalaise, il y a des jeunesses sénégalaises. Dans chaque quartier, il y a différents types de jeunes. Est-ce que l'État a pris en charge justement cette donnée? Il y a des gens qui sont partis à l'école, qui n'arrivent pas à réussir, ceux qui ont échoué en cours de route, qui ont abandonné l'école, ceux qui n'ont jamais été à l'école, et ceux qui sont là, qui sont dans les daras en tous. Vous avez raison de le relever, la jeunesse sénégalaise, toutes les jeunesses sont des jeunesses plurielles. Toutes les jeunesses n'ont pas le même parcours de vie parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes chances à la naissance. Alors, c'est en cela que les politiques qui doivent être engagées vers ces jeunes-là doivent être des politiques éclectiques pour pouvoir épouser l'entièreté de cette diversité. Mais si on a une politique qui est une politique univoque, c'est une politique qui va être une politique exclusive parce qu'elle va exclure d'emblée un certain nombre de personnes. On est dans un pays à 70% rural. On est dans un pays où la formation de la majorité des Sénégalais se fait à travers des darés. On a des jeunes, on a une déperdition scolaire chez les filles et chez également les jeunes qui est extraordinaire et il n'y a pas d'école de la seconde chance. On parle, j'entends beaucoup ce bruit de fond là autour de la formation professionnelle, c'est bien beau, mais cette formation professionnelle là, elle doit aller vers les jeunes et répondre à leurs besoins, à leurs problématiques. On ne peut pas créer des écoles d'excellence au Sénégal avec d'excellents profils et laisser sur le bord de la route cette jeunesse-là qui est en demande de sens. Dans un article que j'ai fait paraître la semaine dernière dans un journal de La Place, je disais que la jeunesse est le temps où on se cherche un sillon pour placer le pas, où on se cherche un sens. La jeunesse attend de ses gouvernants un sens. Et cette jeunesse-là a pointé un doigt interrogateur à tous les politiques, non pas tant à la classe dirigeante ou la mouvance présidentielle, mais également à l'opposition. Il leur a pointé un doigt accusateur en leur posant une question à laquelle aujourd'hui ils ne savaient pas répondre, c'est de dire, écoutez, est-ce que nous, jeunesse sénégalaise, méritons d'être gouvernés par ce pugilat verbal, par cette opposition qui est maintenant une animosité qui va jusqu'à la mort? Est-ce qu'on mérite ça?
Si les politiques, que ce soit du camp de l'opposition, que du camp de la mouvance, ne comprennent pas et ne décryptent pas normalement ce message que les jeunesses ont posé, il n'y aura rien. On va juste changer de pansement, mais on n'aura pas réglé le problème. On aura posé les germes d'une exposition autrement plus catastrophique et autrement plus dévastatrice pour tout le monde cette fois-ci. Mamadou Lamine Manga, un professeur d'histoire au lycée, à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, disait il y a quelques jours que 90% des gens qui arrivent à l'université n'ont pas le niveau. Il n'y a que 11% qui peuvent s'en sortir. Les autres ont des difficultés. Il estime qu'aujourd'hui, ceux qui demandent le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir n'ont pas trouvé la solution, que ceux qui arrivent au pouvoir en manipulant la jeunesse risquent d'avoir les mêmes problèmes dès qu'ils iront au pouvoir parce que la jeunesse là ne sera plus patiente pour attendre. L'un des problèmes de cette jeunesse-là, c'est la formation, l'éducation. Aujourd'hui, si on fait une sorte d'archéologie des politiques éducatives et éducationnelles au Sénégal, on se rend compte que c'est la chronique d'une déperdition totale. Écoutez, il y a eu des réformes dans l'enseignement qui sont des réformes déstabilisatrices pour tout un système. Pour le prendre un intellectuel, ce sont des réponses dissolvantes. Vous savez, l'éducation est le seul secteur dans lequel les inputs d'aujourd'hui ne sont perçus que 15 ans plus tard. Votre enfant que vous amenez à l'école aujourd'hui, vous ne savez ce que ce produit devient là que 15 ou 20 ans plus tard. Donc, on s'est rendu compte que moi qui interviens dans les structures professionnelles, qui interviens parfois dans l'enseignement supérieur pour enseigner, on se rend compte que le produit qui nous arrive à l'université, c'est un produit qui n'est pas bien formé. Et cette mauvaise formation-là, elle est due, à l'enfant qui a été mal formé, mais également aux formateurs. Il n'y a pas une formation des formateurs qui est assez pertinente. Du coup, on est en train de créer une machine à échec. Le cycle de l'enseignement crée une machine à échec. Et cela se dédouble par le fait que cette jeunesse-là ne retrouve plus chez les intellectuels les exemples. Moi, du temps où j'étais un peu plus jeune, mes grands modèles, c'était les Souleymane Bachir Diagne, les Mamadou Diouf. Je les voyais et je voulais devenir comme eux. Mais aujourd'hui, le jeune qui commence dans la vie, son modèle, ce n'est plus Souleymane Bachir Diagne, ce n'est plus Felwine Sarr. Son modèle, c'est Sadio Mané, c'est Balla Gaye. Donc, pourquoi ce décentrement de l'intérêt des jeunes vers ça? Ce n'est pas parce qu'il y a forcément de la réussite ici, mais c'est qu'on les voit comme des self-made men. On les voit comme des gens qui ont eu la possibilité de réussir sans le devoir à personne ou bien sans faire un parcours du combattant. L'enseignement, l'éducation est devenu un parcours du combattant. Vous voyez les jeunes qui ont des problèmes d'orientation après le bac. Après, la formation n'est pas corrélée aux besoins du monde du travail. Donc, celui qui fait ce parcours du combattant pour se former va devoir faire face à un no man's land pour trouver un emploi. Donc, les jeunes, la nature est en horreur du vide, ils ont vu d'autres types de réussites qui se sont délestés de l'ensemble de ces carcans-là. Donc il nous faut également, Souleymane Bachir Diagne avait porté une réforme autour de l'enseignement. Cette réforme-là, il faut qu'on la pose. Il faut qu'on ait le courage de poser la question de la formation. Écoutez, scientifique. Toutes les formations aujourd'hui, le glissement qui s'est fait en moins de 20 ans, qui a fait qu'on est passé d'une formation publique gratuite, d'une éducation publique gratuite, à une formation, une éducation qui est privée, est déjà un principe d'exclusion. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de subir des grèves à répétition parce que les profs ne sont pas satisfaits. Ce sont des problèmes. Il y a la mort de l'école publique, en fait. Il y a la mort de l'école publique. Et cette mort de l'école publique-là, c'est un échec des politiques publiques de l'éducation qui ont été adressées jusqu'à présent. L'école publique sénégalaise a formé les intellectuels les plus aboutis en Afrique à un moment. Mais aujourd'hui, cette école publique, elle est en complète déliquescence. J'ai vu des images de certaines écoles, c'était des tout-dits, on ne peut pas appeler ça forcément. Également, il ne faut pas que le système éducatif, il faut le penser. Il faut le penser selon le mode multimodal. On a une proposition éducationnelle qui est assez limitée. Il faut qu'on intègre également ces gens qui sortent du Dara. Tous ces jeunes-là qui vont dans le Dara, qu'est-ce qu'on leur propose à la sortie du Dara? Sinon d'être un maître coranique. On ne peut pas former au Sénégal que des maîtres coraniques. À un moment, il faut que le système de formation soit un peu plus élastique et un peu plus ouvert pour pouvoir absorber l'ensemble des demandes qui sont faites par la jeunesse. Autrement, on va vers des catastrophes. On pose les germes de catastrophes qui sont là et du coup qu'on les aura posés, on n'aura que nos yeux pour pleurer ou bien voir des enseignes brûlées et tout le monde sera en insécurité. Parce que le vice, l'oisiveté, est la mère de tous les vices. Tous les vices viennent de l'oisiveté. Les jeunes qui n'ont rien à faire, dès l'instant qu'ils voient quelque chose, ils vont le faire. Parce qu'il y a, pour la foule, ce que disait Gustave Le Bon, une
contamination des émotions et une inhibition des facultés intellectuelles. Et ça, le terreau le plus fertile pour accueillir ces genres de manifestations, c'est l'oisiveté. Mais justement, on a vécu ces manifestations de façon violente. Oui. On a vu qu'avant, il y avait une sorte d'exclusion des religieux de ce débat. Et on a vu un retour, entre guillemets, au centre religieux qui arrive aujourd'hui à apaiser la situation, à demander aux uns et aux autres de rester calmes. Est-ce qu'on peut dire que là, le religieux revient en force dans la façon de diriger le pays? Vous pointez du doigt une Madeleine de Proust, on va dire. C'est la question de la laïcité. Là, il nous faut expliquer les concepts, parce que je crois qu'on en parle beaucoup, mais c'est un peu touffu. La laïcité, c'est la réponse à la question entre le religieux et le temporel dans la gestion du pouvoir politique. 3 possibilités sont envisageables. Il y a des relations conflictuelles, il y a des relations de séparation et des relations de collaboration. Pour le cas qui nous intéresse, au Sénégal, on est dans des relations de collaboration. La relation de collaboration, elle peut être une relation de collaboration formelle ou une relation de collaboration informelle. Dans le cas de la relation de collaboration formelle, il y a également 2 cas. Le cas où c'est le politique qui gouverne le religieux et l'autre cas où c'est le religieux qui gouverne le politique. Dans le cas où c'est le religieux qui gouverne le politique, c'est le cas de l'Iran. Dans le cas où c'est le politique qui gouverne le religieux, c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Au Sénégal, on est dans le cadre d'une collaboration informelle. On est dans le cadre d'une collaboration informelle. Et cette collaboration informelle-là, c'est nous, notre laïcité. Notre laïcité, il ne faut pas la penser comme les Français l'ont pensé, parce que la laïcité française naît d'une conflictualité. Il y a eu la période concordataire, il y a eu un conflit ouvert entre l'Église et le pouvoir qui a transité par une période de concordat, et après pour passer à la loi de 1905. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. Il n'y a aucun conflit. Le religieux a toujours été présent dans la politique, et la politique a toujours été présente dans le religieux. La politique est présente parce que quand il y a un magal ou un gamou, les hommes politiques, non seulement ils vont, mais ils vont donner de l'argent. Donc il y a un rapport qui se dit là. Lorsqu'il y a des tensions, le religieux intervient. Maintenant, il faut qu'on ait l'intelligence de pouvoir structurer tout ça autour de quelque chose. Qu'est-ce que nous, notre démocratie, nous dit par rapport à la présence des religieux? Les religieux ne doivent pas être exclusivement vus comme des roues de secours. Parce que aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est qu'ils sont vus comme des roues de secours. C'est quand il y a des sapeurs-pompiers, c'est quand il y a un problème qu'on les appelle pour éteindre le feu. Mais pour éviter ça, il faudrait qu'en amont, qu'ils puissent être consultés et intégrés dans le processus décisionnel en tant que tel. Et c'est en cela que le Sénégal doit trouver sa voie sui generis pour se penser une identité démocratique, laïque, qui ne soit pas une laïcité dévoyée, une laïcité importée, mais une laïcité sénégalaise. Parce que le fait est qu'il y a une interaction indérogeable entre le religieux et le politique. Mais certains disent qu'ailleurs, la laïcité, c'est la séparation de l'État et religion. Le Sénégal, c'est la réparation de l'État par la religion. Ce Sénégal est une particularité pacifique, comme ils disent. Non, le jeu de mots est tentant. Mais il faut dire que l'histoire politique du Sénégal est ponctuée par une collaboration entre le religieux et le politique. Prenons des exemples. Toutes les personnes qui parlent de Senghor, pour la plupart du temps, on indexe le fait qu'il était chrétien. Donc ça veut dire qu'il y avait une perception religieuse qu'on avait de Senghor. Toutes les personnes qui parlent de Senghor parlent également du binôme qu'il formait avec Serigne Fallou Mbacké. Donc il y a toujours eu ce phénomène collaboratif entre la religion et le politique. Combien de fois parle-t-on de Mame Abdoul Aziz Dabakh Sy pour avoir été un régulateur social? Mais il faut dire 2 choses. Le mode d'action des religieux, des confréries sénégalaises, n'est pas le même mode d'action que peut-être des clergés. On a un mode d'action qui se fait pas dans la clandestinité, mais dans la souterranéité. Les religieux, ils passent leur temps à parler, mais ils ne le font pas urbi et orbi comme certains voudraient qu'on le fasse. D'ailleurs, ils sortiraient un peu de leur rôle que de devoir venir urbi et orbi donner des oukases ou des injonctions. Ce n'est pas leur rôle. Il faut laisser à ces religieux-là leur mode de fonctionnement qui, bon an, mal an, règle les problèmes quand on n'a plus de recours. Aujourd'hui, le Sénégal, la religion au Sénégal est le dernier recours. Et une fois qu'on aura effrité la possibilité qu'il soit le dernier recours là, on aura tout perdu. Pourquoi? Parce que gardons toujours présent à l'esprit 2 choses. Il y a le pouvoir et l'influence. Le pouvoir, c'est le politique.
l'influence, ce sont ces autres ordres normatifs qui impactent la marche de la cité sans que ça ait été formalisé par une institution. Ce n'est pas une institutionnalisation, mais c'est une action qui a de l'impact au sens de Max Weber. Aujourd'hui, vu la situation que nous avons vécue au Sénégal, vu la configuration sous-régionale, est-ce que les politiciens sénégalais, opposition pouvoir confondus, sont conscients des dangers qui guettent le pays? Le pays est guetté par plusieurs dangers. Lorsqu'on parle de ça, les gens pensent à la ceinture de feu qui nous entoure avec la menace djihadiste. Mais la menace djihadiste, quoi qu'on dise, c'est un discours qui peut être contré par un contre-discours. Et je crois qu'on a, là aussi, le religieux, tel qu'on le pratique au Sénégal, les confréries sont en train d'être un bouclier, en plus de la vaillance de nos forces de sécurité, de défense et de renseignement. Mais les autres dangers qui guettent le Sénégal, dont l'implosion serait délétère pour toute l'Afrique, c'est l'existence et l'avènement de ce pétrole-là. On a toujours parlé de la malédiction du pétrole. Le pétrole, s'il est mal géré, pose beaucoup de problèmes. Il posera des problèmes à la population sénégalaise, au gouvernement en place et aux partenaires extérieurs. Pourquoi? Les populations, dès l'instant qui savent qu'il y a du pétrole, sont en demande de plus de social. On se dit que le pays est riche, donc on est en droit d'en tirer bénéfice en profitant des retombées que ce pétrole-là peut donner. Ça, c'est la première chose. Les personnes qui ont investi pour exploiter ce pétrole-là vont se dire que, écoutez, nous, on va protéger notre pétrole. On a vu des pays exploser et des grandes firmes continuer à à exploiter les mines. Le gouvernement sera pris entre deux feux et sera forcément manipulé par des forces de l'argent qui lui feront faire des choses au détriment de sa population. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est les irrédentismes. Il y a un discours séparatiste. Le Sénégal est en train de penser une plaie qui n'est pas encore totalement guérie, c'est la plaie de la Casamance. Il est heureux de constater qu'aujourd'hui, on tend plus vers la paix qu'autre chose. Mais il y a de façon subliminale, ou même parfois de façon expresse, dans certains discours, des choses qu'on peut noter qui sont en train d'exciter cette fibre communautaire-là qui peut être très explosive pour le Sénégal. On a commencé, Abdoulaye Wade avait un jour évoqué l'appartenance ethnique de Macky Sall. Les gens ont vite fait de lui rappeler que ce n'était pas ça et il a vite fait également de se ressaisir. Dans le discours de Ousmane Sonko, on a pu sentir quelque part, même s'il ne l'a pas peut-être dit expressément, cette velléité-là. Il faut les taire tout de suite et maintenant. Une nation, elle ne se conçoit pas comme ça. Au Sénégal, le Sénégal n'a pas hérité d'une nation. Le Sénégal a hérité de frontières tracées par des colons. Et l'un des rôles majeurs de Senghor a été de constituer une nation subjective. Les espoirs communs, les luttes communes, le passé commun, c'est ça qui cimente notre nation. On n'est pas tous des Toucouleurs, on n'est pas tous des Sérères. On est un vouloir vivre en commun, comme le disait Ernest Renan. Et ce vouloir vivre en commun-là, il appelle de se délester d'un certain nombre d'appels identitaires pour pouvoir se situer à l'essentiel. Si on ne le fait pas, on aura tout perdu, du moins on aura perdu l'essentiel. Et dans ce cas, il sera impossible de réparer ce pays-là. Ces marabouts dont on dit qu'ils sont des marabouts de réparation ne pourront rien faire parce qu'on aura perdu le socle qui nous permettait de vivre en tant que Sénégalais. Ibrahima Malick Thioune, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.